Personne ne me croirait si je leur racontais cette histoire, et il y a bien longtemps que je m'y suis faite. À 82 ans, j'ai vécu assez de choses pour savoir que le monde recèle des mystères que la plupart des gens n'accepteront jamais, des mystères qu'ils préfèrent ignorer plutôt que d'essayer de comprendre. Mais ce qui s'est passé sur mes terres, ce qui se passe depuis 3 ans, est quelque chose que je ne peux plus garder entièrement pour moi. J'ai besoin de le dire à voix haute, ne serait-ce que pour me prouver que c'est bien réel, que je n'ai pas perdu la tête avec le grand âge, ici, seul dans la nature sauvage du nord du Minnesota. Je m'appelle Evelyn Marsh et je vis sur cette propriété depuis près de 55 ans. Mon mari Robert et moi avons acheté ces 113 hectares à l'époque où nous étions jeunes, insouciants et amoureux de l'idée de bâtir quelque chose à partir de rien. Nous venions de la ville de Minneapolis et tout le monde nous disait que nous étions fous de vouloir nous installer si loin, au fin fond de la campagne. La ville la plus proche est à plus de 56 kilomètres et notre plus proche voisin vit à environ 10 kilomètres au bout d'un chemin de gravier qui devient presque impraticable lorsque les neiges d'hiver arrivent. Mais Robert et moi, nous voulions cet isolement, nous voulions la paix. Nous voulions élever nos enfants au milieu de la nature, plutôt que du béton, et c'est exactement ce que nous avons fait. Robert est décédé il y a 16 ans, emporté par une crise cardiaque survenue sans prévenir par un froid matin de février. Un instant, il était assis à la table de la cuisine, buvant son café et lisant le journal. Et l'instant d'après, il n'était plus là. Comme ça, tout simplement. 53 ans de mariage, 3 enfants, toute une vie de souvenirs, et tout s'est terminé en l'espace de quelques battements de cœur. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir aussi. J'ai cru que le chagrin m'avalerait toute crue et que je disparaîtrais dans le néant. Mais je n'ai pas disparu, je suis resté. J'ai continué à m'occuper des animaux, à entretenir la propriété, à vivre même quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. Ma fille m'appelle du Texas chaque semaine, me suppliant de venir vivre avec elle, son mari et leurs 2 garçons. Mon fils m'envoie des brochures de maisons de retraite en Floride, des endroits où les vieilles dames comme moi peuvent jouer au bingo, faire de l'aquagym et attendre la mort au soleil. Ma Benjamine, mon autre fille, elle comprend. Elle vit en Alaska maintenant, mariée à un capitaine de bateau de pêche. Et elle sait ce que c'est que d'aimer un lopin de terre au point de ne pas pouvoir s'imaginer exister ailleurs. C'est la seule qui n'essaie pas de me convaincre de partir. Cette ferme, ce n'est pas seulement l'endroit où je vis. C'est ce que je suis. Chaque piquet de clôture, chaque planche de la grange, chaque pommier du verger que Robert et moi avons planté lors de notre premier printemps ici, tout cela renferme une partie de mon âme. Je connais cette terre comme je connais mon propre corps. Je sais quelle partie du ruisseau gèle en premier l'hiver et quelle prairie les chevreuils préfèrent pour brouter aux premières heures du jour. Je connais le bruit que fait le vent quand il vient de l'est par rapport à quand il vient du nord. Je peux sentir la pluie arriver une journée entière avant qu'elle ne tombe. Cet endroit a été tout mon univers pendant plus d'un demi-siècle et je pensais savoir tout ce qu'il y avait à savoir à son sujet. Mais il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais tort. Il y a 3 ans, quelque chose est arrivé dans ma ferme, quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant, quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce que la science et la raison nous disent sur le monde. Et ce quelque chose a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé un mercredi soir, à la fin de l'automne. Les feuilles avaient déjà roussi et étaient tombées, tapissant le sol de nuances d'orange, d'or et de brun. L'air avait ce mordant qui annonce l'arrivée de l'hiver et j'avais passé la majeure partie de la journée à préparer les bêtes pour les mois froids à venir. J'élève surtout des chèvres, une douzaine environ, ainsi qu'une volée de poules, quelques canards et jusqu'à il y a 3 ans, j'avais aussi un petit troupeau de moutons. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine, en train de me préparer un simple dîner de soupe et de pain, quand j'ai entendu les chèvres hurler. Bon, les chèvres sont des animaux bruyants par nature.
Elles bêlent et se plaignent pour un rien, et j'ai appris au fil des ans à distinguer leur vocalisation normale des sons de détresse authentiques. Ce que j'ai entendu ce soir-là, c'était de la terreur pure. C'était un son que je n'avais jamais entendu mes chèvres produire, un son qui m'a glacé le sang. J'ai attrapé mon fusil à côté de la porte et j'ai couru dehors aussi vite que mes vieilles jambes pouvaient me porter. L'enclos des chèvres se trouve à 100 mètres de la maison, après le poulailler et le vieux hangar de stockage. Le temps que j'arrive, les hurlements avaient cessé. Tout était silencieux, à l'exception de ma propre respiration haletante et des battements de mon cœur dans mes oreilles. J'ai balayé l'enclos avec ma lampe de poche, et ce que j'ai vu m'a fait reculer d'un pas, sous le choc. La clôture avait été mise en pièces, pas coupée, pas brisée à un point faible, mais physiquement déchirée, comme si quelque chose avait saisi le grillage à main nue et l'avait arraché comme du papier. 2 de mes chèvres avaient disparu, simplement disparu. Pas de sang, pas de corps, pas de piste que je pouvais voir dans l'obscurité. Juste un trou béant dans ma clôture et 2 bêtes en moins. J'ai inspecté le périmètre avec ma lampette poche. Mes mains tremblaient si fort que le faisceau lumineux dansait dans tous les sens. C'est là que j'ai trouvé les empreintes de pas. Elles se trouvaient dans une parcelle de boue près de l'abreuvoir, et quand j'ai braqué ma lumière dessus, j'ai senti mes jambes flageoler. Elles étaient gigantesques, facilement 45 cm de long et peut-être 18 ou 20 cm de large. Elles avaient l'air presque humaines, avec 5 orteils distincts, mais elles étaient bien trop grandes et bien trop profondes pour avoir été laissées par une personne. La chose qui avait laissé ces empreintes était lourde, incroyablement lourde, et elle marchait sur 2 pieds. Je suis resté là, dans le noir, à fixer ces empreintes impossibles, et j'ai su que je n'avais pas affaire à un ours ou à un loup, ni à aucun autre prédateur que j'avais pu rencontrer au cours de mes décennies de vie dans ces bois. J'avais affaire à toute autre chose, quelque chose que mon esprit rationnel refusait d'accepter, mais que les preuves sous mes yeux rendaient indéniable. Je suis rentré à la maison et j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. Je me suis assise dans mon fauteuil, le fusil sur les genoux, à observer l'obscurité à travers la fenêtre, à l'écoute de chaque bruit de la nuit. Chaque craquement de la vieille maison qui se tassait me faisait sursauter. Chaque rafale de vent dans les arbres ressemblait à des bruits de pas. Je n'ai pas dormi de la nuit. Quand l'aube a finalement pointé et a peint le ciel de nuances de rose et d'or, je suis retourné dehors pour examiner les dégâts à la lumière du jour. C'était encore pire que ce que j'avais pensé. Les poteaux de la clôture avaient été arrachés du sol comme s'il s'agissait de cure-dents. Le grillage était tordu et mutilé, irréparable. Et ces empreintes de pas étaient partout, encerclant l'enclos des chèvres selon un motif qui suggérait que la chose qui les avait faites avait tourné en rond, étudiant l'enclos avant de décider de s'y attaquer. J'ai passé les jours suivants à renforcer l'enclos. J'ai enfoncé de nouveaux poteaux à 1 mètre de profondeur dans le sol. J'ai utilisé le grillage le plus épais que j'ai pu trouver à la quincaillerie en ville. J'ai même accroché de vieilles cloches de vache le long du périmètre, pensant que si quelque chose essayait à nouveau d'entrer, au moins le bruit m'alerterait. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil, mes mains arthritiques me faisant souffrir à chaque coup de marteau, mon dos hurlant de protestation chaque fois que je me penchais pour fixer une nouvelle section de clôture. Mais j'étais déterminé. Ces chèvres dépendaient de moi, et je n'allais pas les laisser tomber. Quand j'ai enfin terminé, j'ai pris du recul et j'ai contemplé mon travail avec une sombre satisfaction. Que la créature, quelle qu'elle soit, essaie de passer à travers ça. Elle est passée quand même. Moins d'1 semaine plus tard, je me suis réveillé avec ce même son terrible, ce chœur de hurlements terrifiés provenant de l'enclos. Cette fois, en courant dehors, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait à la lisière des arbres. C'était une créature massive, mesurant bien 2,10 mètres, voire 2,40 mètres, couverte d'une fourrure sombre presque noire au clair de lune. Elle courait sur ses 2 jambes, mais penchée en avant, les bras ballants, se déplaçant avec une vitesse et une puissance qui semblaient impossibles pour quelque chose d'aussi grand.
Dans ses bras, elle portait l'une de mes chèvres comme si l'animal ne pesait rien du tout. La chèvre se débattait encore, hurlait encore, mais la créature la tenait sans effort alors qu'elle disparaissait dans la forêt. Je suis resté là, figé, la regardant s'évanouir dans l'obscurité. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon fusil. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Je l'avais vu. Je l'avais vraiment vu. Pas clairement, pas assez bien pour distinguer les détails, mais j'avais vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose sorti des légendes, des histoires de feux de camp et des photos granuleuses que les gens rejettent comme des canulars. Bigfoot, Sasquatch, appelez-le comme vous voulez. La créature dont j'avais entendu parler toute ma vie, mais en laquelle je n'avais jamais cru un seul instant. Elle était réelle et elle chassait sur mes terres. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus terrifiantes de toute ma vie. J'ai commencé à dormir avec mon fusil à côté de mon lit au lieu de la porte. J'ai installé des lumières à détecteur de mouvement autour de la grange et des enclos, espérant que l'illumination soudaine pourrait effrayer la créature. J'ai même appelé ma fille au Texas et j'ai failli lui dire ce qui se passait, mais je me suis arrêté au dernier moment. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'un Bigfoot tuait mes animaux? Elle m'aurait fait interner dans une maison de retraite avant que je puisse raccrocher. Alors je me suis tu. J'ai continué à surveiller et j'ai continué à perdre des bêtes. Une autre chèvre a disparu, puis 2 de mes moutons, puis 3 poules du poulailler dont la porte avait été arrachée de ses gonds comme si elle était en carton au lieu de chêne massif. J'ai commencé à tenir un décompte dans un petit carnet, notant chaque perte, chaque dommage, chaque détail dont je pouvais me souvenir à propos de chaque incident. Je documentais des preuves que personne ne croirait jamais, mais je devais le faire quand même. Je devais me prouver que je ne devenais pas folle. L'odeur était la chose qui me dérangeait le plus. Chaque fois que la créature s'approchait de ma propriété, elle laissait derrière elle cette odeur distinctive que je ne peux décrire que comme un mélange d'animal mouillé, de végétation en décomposition et d'autre chose, quelque chose de sauvage et de primitif qui déclenchait une peur profonde dans mon cerveau. C'était l'odeur d'un prédateur, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui n'avait jamais appris à craindre les humains parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. L'odeur persistait pendant des jours après chaque attaque, s'accrochant aux poteaux de clôture, à l'herbe et à l'air lui-même, un rappel constant que je n'étais plus seul sur ma propriété. J'ai commencé à veiller la nuit, assise dans le noir près de ma fenêtre, les lumières éteintes, guettant le moindre mouvement à la lisière des arbres. La plupart des nuits, il ne se passait rien. La créature semblait aller et venir selon son propre horaire, apparaissant quand je m'y attendais le moins et restant à l'écart quand j'étais la plus vigilante. Mais les nuits où elle venait, je voyais cette forme massive se déplacer dans l'ombre, la regardais s'approcher de mes enclos d'un pas délibéré, presque désinvolte. Elle n'avait pas peur de moi. Elle savait que j'étais là, à observer, et elle s'en fichait. C'était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Elle savait que j'étais là, et elle n'avait pas peur. J'ai perdu le compte du nombre de bêtes que j'ai perdues au cours de ces premiers mois. Au moins une 12aine de chèvres, tous mes moutons, d'innombrables poules. La perte financière était dévastatrice, mais le bilan émotionnel était encore pire. Ce n'était pas seulement du bétail pour moi, c'était des animaux que j'avais élevés depuis leur naissance. Des animaux que j'avais nommés, soignés et aimés à ma manière. Les voir disparaître un par un, emportés par quelque chose que je ne pouvais ni arrêter ni combattre, c'était comme voir des morceaux de ma vie m'être arrachés. J'ai commencé à faire des recherches. Je sais que ça peut paraître drôle. Une femme de 80 ans, assise devant son ordinateur à chercher des informations sur Bigfoot. Mais j'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire. J'ai appris que des observations avaient été signalées dans le Minnesota depuis des décennies, principalement concentrées dans le nord de l'État, où les forêts étaient les plus denses et la population humaine la plus clairsemée. J'ai appris que les créatures étaient censées être intelligentes, peut-être aussi intelligentes que les humains.
et que la plupart des chercheurs pensaient qu'elles étaient principalement végétariennes, mais mangeaient de la viande quand elle était disponible. J'ai appris qu'elles étaient nocturnes, territoriales et profondément solitaires, évitant tout contact humain si possible. Aucune de ces informations ne m'a rassuré, mais au moins cela m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seul dans mon expérience. D'autres personnes avaient vu ces créatures. D'autres personnes avaient eu affaire à elles. D'autres personnes avaient survécu. C'est vers le 6e mois que tout a changé. J'avais atteint un point d'épuisement et de désespoir où j'envisageais sérieusement de vendre la ferme et de déménager au Texas pour vivre avec ma fille. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais plus perdre des animaux, vivre dans la peur et dormir d'un seul œil chaque nuit. J'étais trop vieille pour ce genre de stress et mon corps commençait à en montrer les signes. J'avais perdu du poids, mes mains tremblaient constamment. J'avais développé un nœud de tension permanent dans mes épaules qu'aucun bain chaud ou analgésique ne pouvait dénouer. J'étais en train de m'effondrer et je le savais. Un soir, j'étais assise sur mon porche à regarder le coucher du soleil et à penser à tout ce que je devrais faire pour préparer la propriété à la vente. C'était une soirée magnifique. Le ciel peint de nuances d'orange et de violet, l'air frais et vif avec les premiers signes de l'hiver approchant. J'avais une tasse de thé dans les mains et une couverture enroulée autour de mes épaules, et pour un instant, je me suis permis d'oublier la créature, la peur et les pertes. Je me suis simplement laissé exister dans ce beau moment. C'est là que je l'ai vu. Pas tapi à la lisière des arbres, pas rôdant dans l'ombre, mais debout, juste là, au bord de mon jardin, à une quinzaine de mètres. Elle me regardait. La créature était simplement là, complètement immobile, me regardant avec des yeux qui reflétaient la lumière déclinante. Elle était énorme, mesurant bien 2,40 m, couverte d'une fourrure hirsute brun foncé, presque noire dans la pénombre. Ses bras pendaient au-delà de ses genoux, se terminant par des mains qui semblaient presque humaines, mais avec des doigts épais et puissants. Son visage était un mélange de singe et d'humain, avec un nez large, une arcade sourcilière proéminente et une bouche figée dans une expression neutre que je ne pouvais pas du tout déchiffrer. J'aurais dû être terrifié, j'aurais dû attraper mon fusil, courir à l'intérieur et verrouiller la porte. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être que c'était l'épuisement. Peut-être que c'était la résignation de savoir que je ne pouvais pas combattre cette créature, pas l'arrêter, ne rien faire d'autre que subir ce qu'elle voulait faire. Ou peut-être que c'était quelque chose dans la façon dont elle me regardait, quelque chose dans ses yeux intelligents qui semblait plus curieux que menaçant. Quelle que soit la raison, je n'ai pas fui, je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise sur mon porche, tenant ma tasse de thé, et j'ai regardé en retour la créature qui terrorisait ma ferme depuis des mois. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré qu'une minute ou deux. Aucun de nous n'a bougé, aucun de nous n'a fait de bruit. C'était comme si nous nous jaugions, essayant de comprendre ce que l'autre pensait, ce que l'autre voulait. Et puis, lentement, la créature a levé une main massive et a fait un geste que j'ai reconnu. Elle s'est tapoté le ventre, puis a pointé vers ma propriété, puis s'est à nouveau tapoté le ventre. Elle avait faim. La créature me disait qu'elle avait faim. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce que j'ai fait ensuite. Peut-être que c'était l'isolement qui parlait. Peut-être que c'était le deuil de Robert, la solitude de vivre ici toute seule pendant tant d'années. Peut-être que j'avais finalement perdu la tête et que ce n'était que le dernier symptôme de ma descente dans la folie. Mais je me suis levé de ma chaise, je suis entré dans la maison et je suis ressorti avec un panier rempli de nourriture. J'avais des restes de poulet rôti du dîner, une miche de pain frais que j'avais cuite le matin même, quelques pommes du verger et un pot de miel que j'avais acheté à un apiculteur en ville. J'ai marché jusqu'au bord de mon porche. J'ai posé le panier sur les marches, puis j'ai reculé lentement. La créature m'a observé tout le temps,
la tête légèrement penchée sur le côté comme un chien essayant de comprendre un nouvel ordre. Quand je fus de retour sur ma chaise, elle s'est avancée prudemment, s'approchant du panier avec une méfiance évidente. Elle a reniflé l'air, a tourné autour du panier, a reniflé à nouveau. Puis, lentement, elle s'est penchée et a ramassé une des pommes. Elle a examiné le fruit attentivement, le tournant dans sa main massive, puis elle a croqué dedans. J'ai vu le visage de la créature changer en goûtant la pomme. J'ai vu ce que je ne peux décrire que comme du plaisir traverser ses traits étranges. Elle a fini la pomme en 3 bouchées, trognon compris, puis en a pris une autre. Elle a tout mangé dans le panier, chaque morceau de poulet, chaque tranche de pain, chaque pomme, même le miel, léchant le pot jusqu'à la dernière goutte avec une langue étonnamment rose et d'apparence humaine. Quand elle a eu fini, elle a reposé le panier vide sur les marches de mon Porsche, m'a regardé une dernière fois, puis s'est retournée et est repartie vers la forêt. Elle n'a pas couru, elle n'a pas regardé en arrière. Elle s'est juste éloignée de ce même pas délibéré et puissant que j'avais vu tant de fois auparavant. Je suis resté assise sur mon Porsche longtemps après que la créature ait disparu dans les arbres. Le soleil était alors complètement couché et les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel qui s'assombrissait. Je tremblais, mais pas de peur. Je tremblais devant l'impossibilité pure de ce qui venait de se passer. J'avais nourri un Bigfoot. J'avais réellement nourri un Bigfoot et il ne m'avait pas attaqué, ne m'avait pas menacé, n'avait rien fait d'autre que de manger ma nourriture et de partir paisiblement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il ne s'est rien passé. Aucune attaque contre mes enclos, aucun son terrifiant dans l'obscurité. Aucune empreinte massive n'est apparue dans mon jardin pendant la nuit. La créature est restée à l'écart et mes animaux restants sont restés en sécurité. J'ai commencé à laisser de la nourriture régulièrement après ça. Tous les 2 ou 3 soirs, je préparais un panier et le laissais sur les marches de mon Porsche avant le coucher du soleil. Des fruits, des légumes, du pain, de la viande, tout ce que j'avais sous la main. Parfois, j'ajoutais des choses spéciales, comme un pot de confiture, du miel frais ou un morceau de venaison du cerf que j'avais abattu pendant la saison de la chasse. Et chaque fois, sans faute, la créature venait prendre le panier, mangeait tout ce qu'il contenait et repartait paisiblement. Elle n'a plus jamais attaqué mes animaux, pas une seule fois. Le règne de la terreur qui détruisait ma ferme s'est simplement arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, la créature et moi avons développé quelque chose que je ne peux décrire que comme une relation. C'est un mot étrange à utiliser pour le lien entre une femme âgée et une créature qui n'est pas censée exister. Mais je ne vois pas quel autre mot conviendrait. Nous avions une sorte d'entente, une reconnaissance mutuelle que nous partagions cette terre et que nous pouvions coexister pacifiquement si nous étions tous les deux prêts à faire des compromis. J'ai commencé à varier le contenu des paniers en fonction de ce que j'observais que la créature aimait le plus. Elle adorait les pommes, en particulier celles du vieil arbre derrière ma grange qui produisait des fruits d'une douceur particulière que les autres arbres n'avaient pas. Elle adorait le miel, léchait pratiquement le pot jusqu'à la dernière goutte, puis le tenait à la lumière de la lune pour s'assurer qu'elle avait bien tout eu. Elle était moins enthousiaste pour les légumes, laissant souvent les carottes et le céleri derrière elle, tout en dévorant tout le reste. Elle semblait particulièrement apprécier le pain, en cassait des morceaux et les mâchait lentement, savourant le goût comme quelqu'un qui apprécie un repas gastronomique. Au fil des mois, j'ai commencé à déplacer le panier de nourriture plus près de la lisière des arbres, et la créature a commencé à venir plus tôt et à rester plus longtemps. Finalement, nous en sommes arrivés à un point où je pouvais m'asseoir sur mon Porsche et la regarder manger, et ma présence ne semblait pas la déranger du tout. Elle levait les yeux vers moi de temps en temps, ses yeux intelligents croisant les miens à distance, et parfois je jurerais y voir de la reconnaissance, une confirmation que je n'étais pas juste un élément du paysage, mais un individu spécifique qu'elle connaissait et dont elle se souvenait.
La créature avait ce que j'en suis venu à considérer comme des expressions, des changements subtils sur son visage et dans sa posture qui transmettaient son humeur. Quand elle était contente, ce qui semblait être le cas la plupart du temps maintenant, elle se déplaçait lentement et délibérément, prenant son temps avec chaque article du panier, s'arrêtant parfois pour regarder les étoiles ou écouter les bruits de la nuit. Quand elle était nerveuse ou agitée, ce qui arrivait occasionnellement, s'il y avait des bruits inattendus ou si elle sentait quelque chose dans la forêt que je ne pouvais pas détecter, elle attrapait le panier et disparaissait immédiatement dans les arbres sans se retourner. Et quand elle était d'humeur joueuse, ce qui était rare mais arrivait, elle faisait des choses qui semblaient conçues spécifiquement pour s'amuser ou peut-être pour m'amuser. Une fois, j'ai laissé un panier qui comprenait une petite balle en caoutchouc que j'avais trouvée dans mon hangar, un reste de l'époque où mes petits-enfants venaient jouer dans le jardin. Je l'avais jetée là sur un coup de tête, sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Mais quand la créature a trouvé la balle, elle l'a examinée avec une curiosité évidente, la pressant entre ses doigts et la regardant reprendre sa forme. Puis, elle a lancé la balle droite en l'air et l'a rattrapée. Elle a fait cela plusieurs fois, la lançant de plus en plus haut à chaque fois, la rattrapant sans effort avec ses mains immenses. Et puis, elle m'a regardé, assise là sur mon porche à observer, et je jurerais qu'elle souriait, une créature qui n'était pas censée exister, jouant à la balle et souriant à une vieille femme sur son porche. Si je n'avais pas mes propres yeux pour le confirmer, je ne croirais jamais qu'une telle chose soit possible. La créature a développé une connaissance de mon emploi du temps, de mes habitudes et de mes routines. Elle savait quel soir j'étais susceptible de mettre de la nourriture et quel soir non. Elle savait que je m'asseyais généralement sur mon porche pendant environ 1 heure après le coucher du soleil, sirotant mon thé et regardant les étoiles apparaître. Elle savait que je me couchais tôt et me levais tôt, et elle semblait caler ses visites en conséquence. Parfois, je la voyais à la lisière des arbres au petit matin, juste avant l'aube. Comme si elle vérifiait que j'étais réveillé et que tout allait bien, j'ai commencé à lui parler. Je sais que ça semble fou, une vieille femme qui parle à une créature qui ne comprend probablement pas un mot de ce qu'elle dit. Mais la solitude ici peut être écrasante parfois. Et avoir une autre présence, même non humaine, était un réconfort auquel je ne m'attendais pas. Je m'asseyais sur mon porche et lui racontais ma journée, le temps qu'il faisait, mes souvenirs de Robert et de notre vie ensemble dans cette ferme. Je lui parlais de mes enfants et petits-enfants, du monde au-delà de cette petite vallée qui était devenue tout mon univers. La créature écoutait, ou du moins semblait écouter, ses grands yeux fixés sur moi alors que je divaguais sur tout et rien. J'ai appris que la créature protégeait la ferme, non seulement en se tenant à l'écart de mes animaux, mais en les gardant activement contre d'autres prédateurs. Un soir, j'observais depuis ma fenêtre quand une meute de coyotes est venue rôder autour de mon poulailler. Ils tournaient autour de la structure, cherchant un moyen d'entrer, et j'étais sur le point de sortir avec mon fusil pour les effrayer. Mais avant même que je puisse atteindre la porte, j'ai entendu un rugissement venant de la forêt qui m'a glacé le sang. C'était un son de pure puissance et de fureur, un avertissement dont le sens était sans équivoque. La créature est sortie des arbres en chargeant, courant plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger, ses 2,40 m de muscles et de rage, fonçant sur ces coyotes comme un train de marchandises. Les coyotes ont fui. Ils ont tourné les talons et ont détalé si vite qu'ils n'étaient plus que des taches de fourrure grise disparaissant dans l'obscurité. La créature les a poursuivis jusqu'à la limite de ma propriété, rugissant tout le temps, puis s'est arrêtée à la lisière et a poussé un dernier hurlement qui a résonné sur les collines et s'est évanoui dans la nuit. Puis, comme si de rien n'était, elle s'est retournée et est repartie calmement vers la forêt. Elle a fait une pause à la lisière des arbres et a regardé vers mon poulailler, vérifiant que tout était en sécurité. Puis, elle a disparu dans l'ombre. Après cela, les autres prédateurs ont cessé de rôder. Les coyotes, les loups, même l'ours occasionnel.
Tous semblaient comprendre que ce territoire était revendiqué par quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'eux. Mes animaux restants ont cessé d'avoir peur de la créature. Ils s'étaient habitués à sa présence au fil des mois et des années, et ils comprenaient à un niveau instinctif qu'elle n'était plus une menace pour eux. Les poules ne lèvent même plus la tête quand la créature passe devant leur poulailler maintenant. Elle continue simplement de picorer le sol, complètement indifférente à la forme massive qui se déplace dans l'obscurité. Les chèvres la suivent parfois le long de la clôture quand elle passe, curieuse et sans peur, comme s'il s'agissait simplement d'un autre animal de la ferme, vacant à ses occupations. 3 ans ont passé depuis cette première nuit terrifiante où j'ai perdu mes poules et trouvé ces empreintes impossibles dans la boue. 3 années où la peur s'est transformée en compréhension, où la compréhension s'est transformée en quelque chose qui pourrait même être appelé amitié. J'ai 82 ans maintenant, et je sens chacune de ces années dans mes os quand je me réveille chaque matin. Mes articulations me font mal, mon dos ne veut pas se redresser, mes mains tremblent quand j'essaie d'accomplir les tâches les plus simples. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années sur cette terre, et cette connaissance pèse sur moi plus lourdement que je ne voudrais l'admettre. Qu'adviendra-t-il de notre arrangement quand je ne serai plus là? Qui nourrira la créature quand je ne serai plus ici pour préparer ses paniers? Qui laissera les pommes, le pain et le miel auxquels elle s'est habituée? Je m'inquiète de cela plus que je ne le devrais probablement. La créature a survécu dans ces bois pendant ce qui pourrait être des décennies, voire des siècles. Elle était là avant ma naissance, et elle sera probablement là bien après ma mort. Elle n'a pas besoin de moi pour survivre. Elle sait chasser, chercher sa nourriture, prendre soin d'elle-même. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous avons construit quelque chose ensemble, une sorte de lien qui va au-delà de la simple survie. Je lui ai donné de la nourriture, de la sécurité et une forme de compagnie. Et en retour, elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à me lever chaque matin alors que je n'étais plus sûr d'en avoir envie. J'ai pensé à le dire à quelqu'un, j'ai pensé à essayer d'obtenir une sorte de protection pour la créature, à documenter son existence d'une manière qui pourrait assurer sa survie après mon départ. Mais qui me croirait? Et même s'il le faisait, que ferait-il? Transformer ma propriété en une sorte de station de recherche, capturer la créature et la mettre dans un zoo ou un laboratoire? Laisser des scientifiques la triturer et la sonder, essayant de comprendre quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour être compris. Je ne peux pas laisser faire ça. Cette créature m'a montré de la gentillesse, ou du moins sa version de la gentillesse. Elle a protégé ma ferme et mes animaux. Elle m'a tenu compagnie dans ma solitude. Le moins que je puisse faire est de protéger son secret en retour. Alors je garde notre arrangement privé, je n'en parle ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, ni aux quelques amis qui me restent dans le monde. Je ne publie rien à ce sujet sur Internet et n'appelle aucune de ces émissions de télévision qui enquêtent sur les phénomènes inexpliqués. Je continue simplement à vivre ma vie, à m'occuper de mes animaux, à déposer ces paniers tous les 2 ou 3 soirs, et à regarder depuis ma fenêtre une créature de légende venir chercher son repas. La créature est passée hier soir, comme elle le fait depuis 3 ans maintenant. J'avais préparé un panier particulièrement bon, rempli des dernières pommes de la saison, de venaisons séchées que je préparais depuis des semaines, de pain frais que j'avais cuit le matin même, de 2 pots du miel local que la créature adore, et de quelques baies sauvages que j'avais cueillies à la lisière de la forêt. La créature s'est assise au bord de mon jardin et a mangé lentement, savourant chaque chose, prenant son temps comme si elle profitait d'un festin plutôt que de simplement se remplir l'estomac. Quand elle a eu fini, elle a regardé vers ma maison. J'étais debout à la fenêtre de ma cuisine, observant comme je le fais toujours, mon vieux visage se reflétant dans la vitre. La créature a levé une main massive, les doigts légèrement écartés, et l'a maintenue ainsi un instant. Elle me faisait signe de la main, j'en suis certaine. Un simple geste de reconnaissance, de connexion, de quelque chose qui pourrait même être appelé de l'affection. J'ai levé ma propre main et lui ai fait signe en retour.
ma paume pressée contre la vitre froide de la fenêtre. Nous sommes restés comme ça un long moment, la femme et la créature, séparées par 15 mètres de jardin et 1 million d'années d'évolution, connectées par quelque chose que je ne comprends toujours pas entièrement. Puis, la créature a ramassé le panier vide, l'a posé soigneusement à l'endroit où je le récupère toujours le matin et est retournée dans la forêt. Sa forme massive s'est fondue dans l'ombre entre les arbres et en quelques secondes, elle avait disparu, ne laissant derrière elle que le panier vide et mon propre cœur qui battait la chamade. Voilà ma vie maintenant. Une vieille femme seule et une créature solitaire en laquelle le monde ne croit pas, prenant soin l'une de l'autre au milieu de nulle part. Ce n'est pas la vie que j'imaginais quand j'étais jeune, quand Robert et moi avons acheté cette terre et rêvions de la remplir d'enfants, de petits-enfants et de tout le bruit et le chaos d'une grande famille. Mais c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Certaines personnes passent toute leur vie sans faire l'expérience de la vraie magie, du véritable émerveillement, de la preuve réelle que le monde est plus grand, plus étrange et plus mystérieux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. J'ai la chance de le vivre tous les 2 ou 3 soirs, quand une créature de légende émerge de ma forêt et vient partager un repas avec moi. Je ne sais pas ce que la créature pense de moi. Je ne sais pas si elle me voit comme une amie ou juste une source de nourriture pratique, un arrangement étrange qu'elle tolère parce que les avantages l'emportent sur les coûts. Mais j'aime à penser que nous avons quelque chose de plus que ça. J'aime à penser qu'à notre étrange manière, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Je lui ai donné de la nourriture, de la sécurité et une sorte de compagnie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à vivre alors que j'étais prête à abandonner. C'est plus que ce que beaucoup de gens n'obtiennent jamais. Ce soir, je vais préparer un autre panier. J'ajouterai des pommes supplémentaires parce que la créature semble vraiment les adorer, surtout celles du vieil arbre que Robert a planté il y a 40 ans. J'inclurai un peu de la viande de cerf séchée que j'ai fini de préparer hier, des lanières de viande que j'ai suspendues dans mon hangar pendant des jours, jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Peut-être que j'y mettrai un autre pot de miel et quelques légumes frais de mon jardin, et puis je le déposerai au bord de mon jardin, là où je le fais toujours, et j'attendrai. Peut-être que je verrai la créature ce soir, peut-être pas. Peut-être qu'elle me fera à nouveau signe depuis la lisière. Des arbres, ce simple geste qui signifie plus pour moi que je ne peux l'expliquer. Peut-être qu'elle prendra juste le panier et disparaîtra comme une ombre, partie faire ce qu'elle fait pendant les longues heures où je dors. Mais je saurai qu'elle est là, vivant dans ces bois, survivant un jour de plus. Et elle saura que je suis ici, dans cette vieille ferme, respectant ma part de notre pacte silencieux. Et pour nous deux, c'est suffisant. Si jamais vous vous retrouvez à vivre seul au milieu de nulle part et que des choses étranges commencent à se produire sur votre propriété, ne supposez pas le pire. Ne supposez pas que vous êtes attaqué ou menacé, que vous devez vous défendre avec tout ce que vous avez. Parfois, les choses étranges, les choses effrayantes cherchent juste un peu d'aide, un peu de compréhension. Un peu de gentillesse. Il ne m'a fallu qu'un panier de nourriture, laissé en toute bonne foi avec un cœur ouvert, pour transformer une situation terrifiante en quelque chose de beau, d'étrange et de merveilleux. Je regarde par la fenêtre de ma cuisine maintenant, observant le soleil se coucher derrière les collines comme je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Les ombres s'allongent sur mes champs, s'étirant vers la forêt comme des doigts, cherchant à saisir quelque chose qu'ils ne peuvent jamais tout à fait atteindre. Bientôt, il fera nuit. Bientôt, j'entendrai ces pas familiers venant des bois du Nord, lourds et délibérés. Bientôt, je regarderai une forme massive couverte de fourrure émerger des arbres et venir chercher le panier que j'ai laissé cet après-midi. Et je me sentirai reconnaissante, comme à chaque fois, d'avoir la chance de faire partie de cet incroyable secret. La créature est réelle, elle vit dans les bois sur ma propriété, elle visite ma ferme tous les 2 ou 3 soirs, et à sa manière étrange, c'est mon ami. Voilà mon histoire, et je m'y tiens. Personne n'est obligé de me croire. Je connais la vérité, et la créature aussi.
C'est tout ce qui compte. Les étoiles apparaissent maintenant, une par une, les mêmes étoiles qui ont veillé sur cette terre pendant des millions d'années. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, la créature se réveille, étirant ses membres massifs, se préparant pour une autre nuit à faire ce que font les créatures, comme elle, quand le reste du monde dort. Peut-être pense-t-elle au panier que j'ai laissé. Peut-être pense-t-elle à moi, ou peut-être qu'elle ne pense pas du tout à moi, peut-être que je ne suis qu'une petite partie de son existence vaste et ancienne, un bref moment de commodité dans une vie qui remonte plus loin que je ne peux l'imaginer. Quoi qu'il en soit, je serai là. Je serai sur mon porche ou à ma fenêtre, à observer, à attendre, sentant l'air froid de la nuit sur mon visage et l'émerveillement dans mon cœur. Et quand la créature émergera enfin de la forêt, quand cette forme massive se déplacera dans l'ombre vers ma petite ferme, je lèverai la main pour la saluer, parce que c'est ce que font les amis. Je pense parfois à Robert, je me demande ce qu'il penserait de tout ça. Il a toujours été le plus pragmatique des deux, le sceptique qui ne croyait qu'aux choses qu'il pouvait voir, toucher et mesurer. Il se serait moqué de moi si je lui avais parlé de la créature. Il aurait suggéré que je perdais la tête avec l'âge. Mais Robert avait aussi une façon de changer d'avis, d'admettre quand il avait tort et d'adopter de nouvelles idées une fois que les preuves devenaient indéniables. J'aime à penser qu'il m'aurait cru finalement. J'aime à penser qu'il se serait assis sur ce porche avec moi, regardant la créature manger, s'émerveillant de l'impossibilité de ce dont nous étions témoins. Mais Robert n'est plus là, et je suis ici, et la créature est là-bas, dans la forêt, et c'est ainsi. On ne choisit pas les cartes qui nous sont distribuées dans la vie. On ne choisit que la manière de les jouer. Et j'ai choisi de jouer les miennes avec gentillesse et émerveillement, d'embrasser le mystère au lieu de le combattre, de trouver de la joie dans l'impossible et du réconfort dans l'inconnu. Le vent se lève maintenant, faisant bruisser les feuilles des vieux pommiers, transportant sur son souffle les premiers indices de l'hiver. Une autre saison change, une autre année passe, un autre chapitre de ma longue vie touche à sa fin. Mais il y aura d'autres chapitres après celui-ci, je l'espère, d'autres nuits à observer la créature, d'autres paniers de nourriture laissés en offrande silencieuse, d'autres moments de connexion à travers le vaste fossé qui sépare nos deux mondes. J'ai 82 ans et j'ai vu des choses que la plupart des gens ne verront jamais, su des choses que la plupart des gens ne sauront jamais. J'ai aimé, perdu et aimé à nouveau. J'ai bâti une vie sur cette terre que j'emporterai avec moi dans ce qui viendra ensuite. Et dans ces dernières années, on m'a fait un cadeau que je n'attendais pas, un aperçu d'un monde que la plupart des gens considèrent comme de la fantaisie, un rappel qu'il reste encore de la magie sur cette vieille terre fatiguée si l'on sait où la chercher. La créature est mon rappel. Chaque fois que je la vois, chaque fois qu'elle me fait signe à travers l'obscurité, je me souviens que le monde est plein de merveilles que nous n'avons pas encore découvertes, plein de créatures que nous n'avons pas encore nommées, plein de mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais. Et cette pensée me remplit de quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'espoir. L'espoir qu'il y a plus à l'existence que ce que nous pouvons voir, mesurer et comprendre. L'espoir qu'il y a encore des secrets là-dehors, attendant quelqu'un d'assez curieux, d'assez ouvert d'esprit et d'assez courageux pour les trouver. J'ai trouvé le mien. Une créature de légende, vivant dans les bois sur ma propriété, visitant ma ferme tous les 2 ou 3 soirs pour partager un repas avec une vieille femme seule. Ce n'est pas le secret que j'attendais. Ce n'est pas la merveille que je cherchais. Mais c'est le mien, et j'en suis reconnaissante. Et je le protégerai aussi longtemps que j'aurai un souffle de vie. Le soleil a presque disparu maintenant. Juste un filet de lumière orange à l'horizon. Les premières étoiles apparaissent à l'est, de faibles piqûres de lumière qui deviendront plus brillantes à mesure que l'obscurité s'intensifiera. Quelque part dans la forêt, la créature s'agite. Je le sens d'une manière ou d'une autre. Une présence à la lisière de ma conscience. Une chose ancienne et puissante qui se réveille pour saluer la nuit. Je mets mon manteau et sors sur le porche, laissant l'air froid caresser mon visage.
Le panier est là où je l'ai laissé, au bord de mon jardin, rempli de nourriture, d'espoir et de la promesse silencieuse que je serai là demain soir et le soir d'après, et tous les soirs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nuit. Je m'assois dans mon vieux fauteuil à bascule, celui que Robert a fabriqué pour moi il y a si longtemps que je ne me souviens plus exactement quand. Le bois craque sous mon poids, familier et réconfortant. J'enroule une couverture autour de mes épaules et je m'installe pour attendre. Et bientôt, venant de la direction des bois du nord, je les entends. Des pas, lourds et délibérés, se déplaçant à travers les broussailles avec une certitude qui ne vient qu'après des années à arpenter les mêmes sentiers. La créature arrive, comme elle le fait toujours, comme elle le fera toujours. Je souris dans l'obscurité et j'attends que mon ami arrive.